Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat pour un épisode Tech et Environnement où nous accueillons aujourd'hui Jean-Loup Schmitt qui est administrateur système chevronné et Charles Delacombe qui, en plus d'être aussi administrateur système, conçoit et développe des logiciels pour discuter du sujet crucial comment prendre en compte l'impact du numérique sur le changement climatique et quelles sont les solutions pour rester connecté quand même, mais sans consommer trop d'énergie, d'eau et de ressources. Préparez-vous donc à une conversation passionnante sur l'avenir de la technologie et son rôle dans la préservation de notre planète. Commençons par les présentations. Bonjour Jean-Loup, bonjour Charles. Bonjour. Bon alors, administrateur système, concepteur, développeur, ça vous parle peut-être mais pas tout le monde, donc je vous propose de vous présenter et puis de nous expliquer rapidement en quoi consistent vos métiers. Eh bien, on va commencer par administrateur système. Donc, l'administrateur système, c'est la personne qui est cachée derrière tout ce qui est numérique, tous les services, puisque quand vous utilisez votre ordinateur, vous faites souvent appel à des serveurs qui sont un petit peu la face cachée des services du numérique. Donc, l'administrateur système, le gros de son métier, c'est la maintenance de cette infrastructure. Ouais, sans toi, on pourrait pas travailler. Quoi. Exactement. Voilà. Et puisque le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et ben quelqu'un d'autre, c'est nous. Voilà. Donc Charles, toi aussi, tu es administrateur système et en plus tu conçois, tu développes des logiciels. Bon, logiciel, ça parle un petit peu plus, je pense. Je suis également administrateur système, également chevronné, mais que la moitié du temps, puisque l'autre moitié du temps, je suis développeur, programmeur. Donc c'est moi qui fabrique certains services en écrivant des petites lignes de code qui à la fin font des choses qui s'affichent sur les écrans. Les fameux écrans tout noirs où c'est écrit tout petit. Exactement. D'accord. Merci. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus connecté. Personne ne dira le contraire aujourd'hui. Les appareils électroniques, les data centers, les objets connectés sont loin d'être les plus écologiques. Et les experts s'alarment sur les nouveaux usages du numérique qui ont un impact désastreux sur la planète et génèrent une consommation énergétique croissante. Alors, quel est le lien justement entre cette industrie du numérique et le changement climatique aujourd'hui ? Eh bien, il y a plusieurs types de liens. Les personnes qui font des études sur le numérique décomposent en général l'impact en trois parties. C'est-à-dire la partie des terminaux, ce qu'on appelle les terminaux, donc tout ce qui est ordinateur, téléphone portable, et tout ce que l'utilisateur final a entre les mains. Il y a une partie centre de données, data center, où les données sont traitées, où les données sont stockées en général. Et puis il y a la partie réseau qui permet d'interconnecter ces deux, le terminal de l'utilisateur et puis là où sont stockées les données. Donc ce sont les trois gros éléments qui composent tout ce qui est l'écosystème du numérique. Le numérique, voilà. Donc souvent on dit aussi digital, c'est un peu pareil, numérique, digital. C'est un anglicisme. C'est un anglicisme, donc voilà, on parle de la même chose en fait, c'est ça. On dit digital, on dit numérique, en français on dit numérique. Ouais. Non mais donc ce qui est important sur ces trois briques, c'est qu'en fait l'impact sur l'environnement n'est pas du tout réparti de la même façon. Quand on dit le numérique a un gros impact sur l'environnement, on a tendance dans l'imaginaire collectif souvent à imaginer que justement c'est les centres de données, c'est le fait d'avoir beaucoup de données qui transitent sur le réseau, le streaming et tout, alors qu'en vrai, ce que disent toutes les études, que ce soit à l'échelle de la France ou à l'échelle mondiale, c'est que l'impact, il est massivement à au moins 80% sur les terminaux. Donc très concrètement, l'impact du numérique, c'est le fait de fabriquer un téléphone portable, de fabriquer des ordinateurs, de fabriquer des télévisions. C'est ça les terminaux en fait, c'est nos écrans, nos télés, nos smartphones, tablettes, box, voilà. Tous les objets connectés qu'on utilise Et encore plus concrètement, la majeure partie de l'impact sur les terminaux, les machines, elle se fait au niveau des écrans. Plus il y a d'écrans, pire c'est, plus les écrans sont gros, pire c'est. Et donc vraiment dans l'impact du numérique, aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'on a, c'est les télévisions énormes. D'accord. Très concrètement. Oui, donc la taille de l'écran est proportionnelle à l'impact finalement, exactement. à l'empreinte. Exactement. Et quand on parle d'impact du numérique, là, on va pas parler uniquement des gaz à effet de serre, qui est le premier le premier effet auquel on pense quand on parle de l'impact sur la transition énergétique.
Là, on va parler essentiellement de l'impact matière, c'est-à-dire toutes ces ressources qui sont exploitées. Oui, pour fabriquer justement les fameux terminaux et faire tourner les fameuses terres rares, etc., qui sont des ressources qui sont en quantité assez limitée sur la planète et dont tous nos petits gadgets électroniques sont un petit peu gavés. Ouais. Et donc, c'est ça, mais justement, c'est intéressant, on va y revenir parce que souvent, comme tu disais, Jean-Loup, on parle du numérique avec le côté gaz à effet de serre, changement climatique. Enfin, c'est les choses dont on parle aujourd'hui beaucoup quotidiennement, hein, même dans la presse, les gens y sont habitués. Et je me suis renseigné un petit peu, hein, selon les sources officielles, hein, comme le Shift Project ou l'étude Green IT, l'ADEME ou même le Sénat, hein, qui publient des rapports, on dit qu'aujourd'hui, le numérique, au niveau mondial, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau français, c'est 2,5% de l'empreinte carbone de notre pays. Alors, si cette part, on peut dire, 3-4%, ça peut paraître modeste comparativement à d'autres secteurs, mais finalement, ce qui est important, c'est qu'elle a mis quand même peu de temps déjà pour être réellement impactante, parce que le numérique, c'est pas non plus, ça a pas 50 ans. On va dire une grosse dizaine d'années, peut-être. Un peu plus. Ça arrivait très vite. En tout cas, au niveau de l'utilisation. Et selon le pré-rapport j'ai lu là de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique faite par le Sénat, on indique que les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter de manière significative, si rien n'est fait, hein, justement pour en réduire l'empreinte, de plus 60% d'ici 2040. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'est quoi justement les principaux impacts environnementaux de cette industrie, au-delà de l'énergie, des gaz à effet de serre qu'il y a derrière? Justement, là vraiment, ce scénario tendanciel d'augmentation de 60% de l'impact du numérique, c'est vraiment essentiellement sur la production de matériel. C'est qu'aujourd'hui, les industriels du numérique, ils tablent sur une multiplication des objets connectés notamment, une massification de ça vraiment. Ils sont en train en fait de créer des usages qui n'existent pas aujourd'hui pour vendre du matériel, puisque le but à la fin pour un industriel, c'est de faire de l'argent. Et donc c'est ça auquel on fait face. Donc augmentation massive des objets connectés, augmentation de la taille des écrans et multiplication pour en avoir un peu partout dans les maisons, dans les entreprises. Même s'il y en a déjà pas mal, on peut encore en rajouter plus, en vendre plus. Et donc c'est vers ça qu'on se dirige si rien n'est fait au niveau du gouvernement français et au niveau international. C'est ça. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, parmi les trois secteurs qui constituent le numérique, hein, les terminaux, les réseaux, lieux de stockage, et il y a aussi les usages, hein, ce qu'on en fait nous tous au quotidien, aussi bien à titre privé que pro, on en reparlera. Donc là, on parle d'empreinte carbone, mais on sait parmi les trois lequel a le plus d'impact sur le réchauffement climatique, puisque c'est quand même le cœur du sujet, des enjeux auxquels il faut répondre aujourd'hui, au-delà de l'impact aussi qu'on peut avoir parce que quand on parle de durable, voilà, on sait qu'il y a le côté environnemental, écologique, là on en parle, mais il y a aussi le côté économique, hein, tu l'as dit, il y a forcément derrière tout ça des bénéfices à faire pour pas mal de personnes, et il y a aussi le côté social, parce que il me semble quand même que pour fabriquer tous ces écrans, notamment dont tu parlais Charles, on touche quand même à certaines ressources qui sont pas illimitées sur la planète et qui ont un impact lorsqu'on va les chercher. Oui, il y a beaucoup de coûts cachés, de coûts humains cachés notamment, mais ça c'est pas du tout malheureusement propre au secteur du numérique. Le fait d'exploiter des travailleurs pauvres, des enfants dans différentes régions du monde, c'est quelque chose qui est assez répandu dans les industries en général, mais effectivement l'industrie numérique a ceci de particulier que c'est quasiment exclusivement ce genre d'exploitation pour fabriquer le matériel. C'est quoi les matériaux, enfin les ressources naturelles qu'on utilise aujourd'hui beaucoup pour fabriquer tous ces terminaux qui nous servent? On a différents types de minerais qui sont exploités. Donc ça, évidemment, c'est des mines qui ont un impact assez dégueulasse. Et c'est pour ça que c'est des mines qu'on n'a pas en France et en Europe en général. Alors qu'en fait, les minerais, ils sont présents dans nos sols. Simplement, on n'a pas très envie de les extraire chez nous. C'est beaucoup plus simple quand on ne les voit pas. Et puis après, c'est des processus de raffinage pour les utiliser qui ont aussi un impact pas super. Mais de manière générale, on est sur une question d'exploitation de travailleurs pauvres pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, parce que quand on veut produire beaucoup de choses pour ensuite les vendre, c'est quand même plus agréable si on n'a pas besoin de payer des salaires corrects, de payer des impôts, etc. C'est ça. Et justement, quand on parle de cette fameuse empreinte carbone, c'est quoi qu'est-ce qu'on utilise justement comme indicateur pour la mesurer? Si je prends par exemple mon smartphone, on a tous un smartphone aujourd'hui quasiment.
Sur les études qui sont actuellement réalisées, on s'accorde à peu près sur la méthodologie pour chiffrer les impacts. Donc, je vous ai parlé des 3 éléments qui constituent l'univers du numérique, les data centers, les terminaux et puis le réseau, le transport des données. Ouais. Et pour chacun de ces 3 éléments, on va aller creuser toutes les phases de la vie de ces éléments, donc de la fabrication, du transport jusqu'à son lieu d'exploitation ou jusqu'à son utilisateur pour les terminaux. On va chiffrer combien il va consommer aussi, combien de temps votre appareil va rester allumé. Et puis, on va prendre en compte aussi sa fin de vie. Est-ce qu'on va pouvoir le recycler? Est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser? Le réparer? Donc, tous ces 4 aspects-là, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie, ces 4 aspects-là vont être évalués pour voir les différents impacts. Donc, on a parlé des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. On a parlé des ressources, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que dans les études, on va aussi aller chercher beaucoup plus loin sur des impacts sur l'acidification des sols, la toxicité. Est-ce que c'est des processus qui vont polluer l'eau? Est-ce que c'est des processus qui vont engendrer des rayonnements radioactifs ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment une pléthore de critères qui sont... L'impact que ça peut avoir localement sur la biodiversité aussi locale, ouais, j'imagine. Aussi. Donc tous ces éléments-là, c'est très complexe. Hein, c'est quand même des études qui sont assez complexes et qui sont encore en cours de réalisation. C'est-à-dire que comme voilà, le numérique, c'est quelque chose d'assez récent. Et à la fois la méthodologie pour essayer de chiffrer tous les impacts et à la fois les chiffres ne sont pas... c'est encore tout récent, donc on n'a pas encore tout exploré. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite marge quand on dit aujourd'hui c'est 3 à 4%. C'est peut-être 5, c'est peut-être un peu moins, mais la tendance est quand même plutôt l'augmentation. Ça, Ah oui, sans aucun doute. D'accord. Ouais. Et c'est ça en fait finalement, Jean-Loup, ce dont tu parles, ce qu'on nomme l'ACV, l'analyse du cycle de vie en fait, depuis la ressource de base. Depuis la fabrication jusqu'à la fin de vie du produit. De l'outil et tout ce que ça a généré au milieu entre transport, transformation. Donc voilà, ça prend en compte, c'est pas uniquement le fait d'avoir ton appareil dans la main et puis voilà, ça consomme de l'électricité, je le branche le soir. Donc ça, c'est pris en compte, mais il y a tout le reste de la vie. Mais c'est ça la vraie empreinte finalement. C'est l'empreinte une fois que le produit a eu toute sa vie, de A à Z. Le gros de l'empreinte, pour tout ce qui est numérique, c'est 80% de l'empreinte justement sur tous ces critères-là, et 80% de l'impact est concentré dans la fabrication. Ouais. Et il y a même pour certains équipements, genre pour le réseau, les fibres optiques, etc., ou à l'usage, c'est un impact qui est zéro. On est vraiment que essentiellement l'impact écologique du numérique est essentiellement concentré sur la phase de fabrication. C'est ça, parce qu'on sait faire des appareils qui sont très performants quand ils sont mutualisés en plus, donc comme le réseau ou certains gros centres de données, des choses comme ça, ils sont utilisés de manière vraiment très efficace, donc finalement leur coût d'utilisation par rapport à leur utilité est vachement faible, mais il reste que c'est la fabrication qui est très importante, et donc en fait quand on a un téléphone portable en main, quand on achète un téléphone portable, il y a 80% de son empreinte écologique qui a déjà eu lieu. C'est pour ça que ce qui est fondamental, si on veut réduire la part du numérique dans l'empreinte carbone, dans le bilan carbone global, et éviter qu'elle augmente trop, c'est de réduire le nombre d'appareils qui vont être produits, qui vont être fabriqués. Il faut vraiment fabriquer moins d'appareils, et donc pour ça, il y a pas mal de solutions. Il y a certains usages qu'on peut éviter, bien sûr, mais surtout, il faut absolument développer la réparabilité. Ça, on a besoin de pouvoir réparer, puisque tu le disais, Jean-Loup aussi, c'est des choses qui sont très peu recyclables. Donc, tout appareil numérique qui est réutilisé, qui est remis en état de fonctionner, c'est quelque chose qui est gagné. C'est des émissions qui seront pas faites, des pollutions qui seront pas faites non plus. Et il n'y a pas des chercheurs qui sont sur des appareils, on va dire, tout en un, pour éviter justement, on peut avoir un seul appareil durable, réparable, et qui fasse 20 ans d'une vie d'un humain. On pourrait y arriver un jour à ça, ou on va quand même rester avec la montre connectée, le smartphone, la tablette, la télé, l'écran? Là, on est face aux questions de société et des habitudes de consommation. On est dans une société de consommation, donc les grosses entreprises qui vous vendent les téléphones portables ou qui vous vendent du service, que ce soit du streaming ou n'importe quoi, leur intérêt, c'est quand même de vendre des services. Et les technologies ont tendance à
a évolué. Il y a quelques années, on regardait pas des vidéos sur nos téléphones, on n'avait pas Internet sur nos téléphones. Maintenant, on a Internet, on a commencé à avoir accès à quelques images avec nos appareils photo. Maintenant, on fait des photos en HD avec nos téléphones. On fait de la vidéo en 4K avec nos téléphones. Donc tout ça, tout ça, même si ça va dans le cloud et que l'image est très poétique, le cloud derrière, c'est vraiment des data centers avec du stockage de données. C'est vraiment votre vidéo qui pèse des centaines de mégas, transite par des câbles, elle arrive sur des serveurs, elle est stockée là, et à chaque fois que vous allez consulter cette vidéo ou que quelqu'un, quand vous la partagez, va la consulter, c'est tous ces équipements-là qui sont sollicités. La tendance actuelle, elle n'est pas dans faire un outil qui est durable et qui est réparable, et etc. Non, on va vous vendre un iPhone nouveau, je vais pas citer de marque, mais c'est trop tard. Enfin, on va essayer de vous faire changer de matériel. D'ailleurs, tout le monde est un petit peu complice. Enfin, tout le monde est complice. Les opérateurs de téléphonie mobile vous font des offres où on propose de renouveler votre téléphone tous les ans, tous les 2 ans, pour une somme qui est relativement modique. Et c'est pareil, tous les constructeurs, on voit les publicités dans nos grandes villes pour les nouveaux appareils en permanence. Mais pour le stockage, justement, les data centers dont tu parlais, est-ce qu'un consommateur lambda, un peu comme au niveau par exemple en ce moment là, dans quelques jours, c'est la fin du tarif réglementé du gaz, on peut avoir le choix en passant sur des énergies décarbonées, etc. Est-ce qu'un consommateur de numérique comme tout le monde, il a le choix en disant moi je veux que les données que je vais utiliser, elles soient hébergées dans un data center qui est plus durable parce que il consomme de l'énergie renouvelable ou il rafraîchit justement avec moins d'eau, etc. On peut ça, ou à titre privé ou pro, c'est peut-être plus simple? Alors, oui et non. Oui, évidemment, on a le choix. On peut choisir des hébergeurs plus vertueux, à la fois à titre perso et à titre pro. Nous, d'ailleurs, dans les structures dans lesquelles on travaille, c'est quelque chose qu'on s'astreint à faire assez correctement. Des centres de données où on sait qu'ils sont construits en extérieur pour avoir moins besoin d'être rafraîchis et donc consommer moins d'énergie à la fin. Ce genre de choses. Mais donc je disais oui et non parce que à chaque fois c'est des démarches qui sont supplémentaires. Choisir le bon hébergeur, choisir même le bon matériel, réduire ses achats de matériel et essayer de faire durer les appareils plus longtemps, puisque vraiment c'est assez fondamental. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore de visibilité là-dessus. C'est ça, c'est des efforts supplémentaires, c'est des efforts qui sortent de la norme. Et donc ça c'est forcément tout ce qui change de la norme, c'est plus compliqué à faire pour les gens. Et donc c'est ce que disait Jean-Loup, c'est qu'aujourd'hui sans jugement moral sur les pratiques, mais les entreprises qui font les services numériques et qui vendent le matériel, elles n'ont pas d'intérêt à nous faire des matos qui sont durables, qui sont efficaces, un appareil unique qui pourrait faire 20 ans d'une vie, parce que fondamentalement elles ont besoin tous les ans de vendre des choses à des nouvelles personnes ou de revendre des nouveaux appareils à des anciennes personnes. Toute l'économie du numérique qu'il y a derrière, c'est ça. Voilà. Et donc on est vraiment face à un choix de société en fait là-dessus. Ouais, tout à fait. Après, il y a toujours moyen de consommer moins de numérique, mais voilà, les grands opérateurs du milieu vous poussent de toute façon. Vous avez quasiment du stockage illimité maintenant pour vos vidéos, pour vos données personnelles. Pousse à la consommation. Donc c'est sans y avoir l'air, puisque bon, c'est quand même avant tout du confort pour l'utilisateur. Hein, tout le monde. Oui, on le voit bien sur les pubs des fournisseurs d'accès. Hein, le mot illimité, c'est ce qui arrive en premier. Voilà. Par définition. Donc ça pousse pas non plus à une démarche très sobre. Et puis bon, ça arrange quand même tout le monde de pouvoir partager des photos de famille. Aujourd'hui, Internet, le mot Internet, ça fait partie intégrante de nos vies. On surfe, sur le web à titre privé et pro, et on trouve aussi aujourd'hui des sites dits éco-conçus, comme par exemple, je suis bien placé pour en parler, puisque le site internet de l'Allec Lyon, il a été récemment refait, et il est passé à ce qu'on appelle un éco-index, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, qui était à l'époque, sur l'ancienne version, noté sur l'étiquette énergie E, voire F, et aujourd'hui on a un éco-index qui est plutôt B en moyenne. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un service en ligne, je crois, qui est proposé par greenIT.fr, et ça calcule la performance et l'empreinte environnementale de la page web qu'on affiche, qu'on teste, et c'est représenté par un score sur 100 et une note de A à G. Et donc l'empreinte environnementale est alors matérialisée. Moi j'ai regardé, justement, on a accès, c'est assez intéressant. J'ouvre une page et je vois pour cette requête, pour ouvrir cette page, l'afficher à mon écran. Elle m'indique les émissions de gaz à effet de serre que ça a généré
en équivalent CO2, en milligrammes, là, en quelques grammes, ainsi que la consommation d'eau générée justement par la page. Justement, on revient sur les data centers. C'est quoi justement les critères qui doivent être pris en compte pour calculer ces données des consoeurs sur le web? Est-ce que c'est fiable ces données? Est-ce que ça parle finalement à tout le monde? Parce que entre une page qui fait 2 grammes pour charger et une de 10 grammes, bon, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Qui peut le dire? Il y a pas mal de critères et tu en as évoqué quelques-uns. Donc c'est l'énergie qui est nécessaire sur le terminal client, sur le téléphone, l'ordinateur pour afficher la page, l'énergie, le pouillème d'énergie qui est nécessaire pour le serveur, parce que lui, c'est son travail, il est déjà habitué à servir des pages en permanence, et donc ensuite le reste pour le rafraîchir et tout. Il y a pas mal d'indicateurs. C'est pas forcément très très fiable, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on peut choisir différents hébergeurs qui ont différentes pratiques et donc différents impacts. Ça, c'est pas quelque chose qu'un simulateur peut savoir à l'avance, donc il se base sur des moyennes. Donc il estime que globalement, plus une page est légère, moins elle a d'impact. C'est plus lié à la construction de la page en soi. Voilà, c'est pas que c'est pas pertinent en fait, c'est intéressant et c'est bien de toute façon d'aller vers des pages de taille réduite, parce qu'en plus elles fonctionnent plus vite, elles vont pouvoir s'afficher sur un plus grand nombre de matériel. Des vieux ordinateurs vont avoir aucun mal à continuer à les afficher, mais c'est quelque chose qui intervient vraiment en bout de chaîne. On le disait tout à l'heure, l'utilisation des appareils, c'est assez mineur dans leur impact. Ce qui est important, c'est leur fabrication, mais donc c'est pas dénué de lien. Mais maintenant, dans le cas de la LEC, ça pose pas de problème, puisque le cœur d'activité, c'est de faire baisser l'empreinte carbone globale, donc c'est intéressant. Maintenant, on a aussi des acteurs qui utilisent l'éco-conception comme une espèce de vitrine pour compenser le reste. Donc si c'est par exemple un pétrolier, mais qui a un site éco-conçu, ça pose le fameux greenwashing, quoi. C'est ça, voilà. Se donner une petite conscience. C'est ça, mais faut pas oublier que voilà, même le plus gros des sites, même avec des vidéos dans tous les sens, etc., le gros de l'impact, ça restera toujours le matériel. Donc, on en revient toujours là. Bien sûr, faut essayer d'agir sur tous les leviers possibles, puisqu'il y a vraiment une urgence au niveau de la lutte climatique. Mais voilà, pour être efficace, réduire son éco-conception de site, c'est pas la priorité, c'est pas là où on va pouvoir faire des grosses économies, grosses économies d'énergie. Même si, bien sûr, toute économie est bonne à prendre. Oui. Alors bien sûr, oui Charles. Il y a un truc très simple dans l'éco-conception, et tu as parlé tout à l'heure de publicité. Et c'est important de l'évoquer, je pense. Dans le poids des sites et des applications, et dans ce qui cause largement l'obsolescence des appareils parce que ça demande toujours plus d'énergie, justement il y a la publicité. Aujourd'hui quand on va sur un site de médias, n'importe quel site qui affiche de la pub, en fait il y a une part non négligeable du trafic qui est utilisée d'un côté pour récupérer les informations publicitaires, les banderoles qui bougent, qui sont faites pour attirer l'œil et tout. Et d'un autre côté, il y a une grosse partie d'énergie qui est faite pour savoir si on clique sur la pub, quand est-ce qu'on l'a regardé, quel comportement on a eu. Voilà. Les algorithmes qu'il y a derrière. Il y a toute cette partie de la publicité sur Internet qui, en termes d'éco-conception, est une gabegie totale. Et donc, on va pas parler ici de tous les impacts de la pub parce que ça serait un sujet à part entière, mais ça participe vraiment au problème. Justement, enfin, tu fais bien la transition parce que bien sûr, il y aurait pas d'impact numérique s'il y avait pas d'utilisateurs. On est d'accord? Et comment donc les utilisateurs, nous tous, aussi bien au titre pro que privé, on peut contribuer à réduire l'impact environnemental si tant est qu'on en ait conscience? Est-ce qu'il y a des gestes simples à adopter aussi bien au niveau de l'usage du terminal que du choix du terminal, parce qu'on en a quand même parlé. J'ai bien compris que c'est 80% de l'impact, c'est quand même le matériel. Voilà. Est-ce que vous auriez des conseils ou à titre aussi bien pour une boîte privée qui de toute façon doit se doter de son matériel, de son parc informatique, de ses terminaux, que d'un particulier qui dit bon voilà, je dois en changer parce que là vraiment il est pas réparable. Est-ce que je peux en trouver un réparable? Qu'est-ce que je peux faire? Vers quel choix aller? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur? Il y a plusieurs choses. Donc effectivement, on a dit que c'était surtout le matériel qui avait un gros impact. Donc la première des choses qu'on va essayer de faire, c'est de faire durer son matériel le plus longtemps possible. Ce qui est pas toujours chose facile puisque les constructeurs ne jouent pas forcément le jeu. On a tous eu, je pense, un téléphone qu'on n'a pas pu mettre à jour au bout d'une petite période. C'est très énervant. Pas si longue d'utilisation, alors que l'appareil fonctionne. Donc essayer de conserver son matériel le plus longtemps, et dans le cas où le remplacement est nécessaire ou souhaité,
aller chercher des appareils qui ont un indice de réparabilité élevé, c'est-à-dire où vous allez pouvoir changer la batterie, changer l'écran facilement, où tout n'est pas On peut le savoir ça en magasin tout simplement. Maintenant c'est obligatoire, donc il y a un indice de réparabilité qui est affiché normalement sur tous les appareils. Tout ce qui est numérique, un écran télé, d'ordi, une tablette, un smartphone. Je suis pas sûr que ça soit sur pas sur la télévision, mais bon, nous, comme on est sobre, on n'en achète pas. Forcément, on n'est pas très au courant. C'est-à-dire que les constructeurs qui l'affichent pas, c'est peut-être ceux qui font pas trop d'efforts pour faire du matériel. En tout cas, le client qui va voir l'info, il est censé pouvoir l'avoir quand même. Voilà, aujourd'hui, ça c'est quelque chose. Ça peut mettre le doute. C'est quelque chose qui est en train d'avancer vraiment. On peut savoir à l'avance si les matériels sont réparables ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui s'est pas fait tout seul. C'est parce qu'il y a pas mal d'acteurs, des associations, des entreprises aussi, qui ont milité pendant un certain temps au niveau du gouvernement français, au niveau de la Commission européenne. Je sais pas s'il y a des choses au niveau de l'ONU actuellement, mais enfin peut-être. Pour plus de transparence. Voilà, pour imposer le calcul de ces indices de réparabilité, imposer des normes qui font que on doit pouvoir changer les batteries de tel ou tel appareil. Ça, c'est des choses qui sont pas négligeables. Et donc c'est là aussi où les gens, toi, moi, nous, on peut agir. C'est en aidant les différentes structures qui font ce travail, qui portent la voie et qui imposent la réparabilité, la durabilité. Donc, en faisant des dons, en partageant ce qu'elles font, etc. Il y a pas mal de structures qui travaillent sur le sujet. Après, il y a aussi, on l'a pas évoqué, mais il y a de plus en plus le secteur des appareils reconditionnés qui se développe. Donc maintenant, il y a tout à fait possibilité d'acheter un appareil qui a un modèle qui est sorti il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, et de racheter un appareil qui a été remis à neuf, qui est garanti encore pendant 1 an ou 2 par des sites qui font du c'est ça, il y a des garanties derrière, c'est moins risqué qu'à une certaine époque. Voilà, c'est pas vous achetez pas sur le marché du coin là, non, c'est quand même des acteurs qui sont maintenant reconnus, fiables, et donc vérifier derrière. Donc la question, elle avait 2 parties. On parlait des particuliers, des gens, et aussi des entreprises. Alors donc la bonne nouvelle, c'est que les gens en général ont tendance à être un petit peu plus sobres que les entreprises, à faire durer un peu plus le matériel. Ça dépend des gens, mais souvent quand on paye de sa poche, on a tendance à être un peu plus économe. Mais donc pour les entreprises, il y a des vrais leviers. Les entreprises, elles ont à chaque fois des gros parcs informatiques. Toutes les personnes qui travaillent souvent ont un ordinateur, portable ou pas, et souvent ils sont renouvelés assez régulièrement. Je sais plus quelle est la moyenne actuellement. Est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans? C'est 2 ou 3 ans, je crois, en entreprise pour du matériel. Et c'est vrai que voilà, les entreprises qui veulent faire un effort se démarqueront de ce côté-là, donc en poussant l'usage du matériel à 5 voire 7 ans. D'accord. Et c'est là qu'elles ont besoin de gens comme vous, finalement, les administrateurs système, parce que vous fournissez des entreprises de parcs informatiques. Vous pouvez être amené à donner des conseils justement en lien avec la politique de l'entreprise. Est-ce que tous les gens de votre métier ont déjà cette logique, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, ou qui est vraiment à la demande de l'entreprise? Ça se fait petit à petit. Je sais que dans le domaine public, ça se fait de plus en plus d'allonger la durée d'exploitation du matériel, et c'est très bien. Et on est quand même confronté à des petits soucis d'obsolescence. Alors, il y a plusieurs formes d'obsolescence. Donc, on en a déjà parlé, l'obsolescence du matériel qui suit plus. On peut avoir des formes aussi d'obsolescence. Vous avez eu on a eu je vais encore reciter la fameuse marque à la pomme, mais il y a eu des cas de nouvelles mises à jour de téléphones qui ont qui ont rendu les téléphones inexploitables parce que le nouveau système qui était dans la mise à jour était trop lourd pour le matériel. Donc on se retrouve contraint d'en acheter un nouveau. Donc l'impossibilité de revenir en arrière. Donc les gens ont été bloqués et quasiment obligés de changer d'appareil, alors que leur appareil fonctionnait très bien. Donc ça, encore une fois, ce sont les pouvoirs politiques qui vont pouvoir imposer aux constructeurs de garantir des durées de fonctionnement, de réparabilité sur des plus longues périodes. Actuellement, vous achetez un ordinateur, que vous soyez une entreprise ou un particulier, l'ordinateur, il est garanti 1 an par le constructeur, voire 2, et à peine plus. Bon, voilà, ça arrange bien les constructeurs, parce que du coup, on renouvelle son matériel assez vite, mais ce qui serait bien, c'est que ce soit légalement, que les appareils aient une durée de vie bien plus élevée. Je pense que 5 ans, c'est vraiment un minimum, parce que là, on parle de 5 ans à l'échelle de notre
de notre problème de climat, c'est quand même pas grand-chose. Pas grand-chose. Si on arrivait à construire des appareils qui ont 10 ans. Ouais, c'est vrai. Bon, pour la petite anecdote, Voyager, qui est sorti du système solaire il y a quelques mois, embarquait une unité de puissance de calcul et de puissance d'émission de radio, de l'équivalent d'un Nokia 3210, donc les premiers téléphones. Et on arrive encore à l'écouter. Ouais. Donc c'est pour dire que voilà, est-ce que quelque part la technologie, on a peut-être un petit peu dérivé sur faire un peu en efficacité, un peu confort. Et justement, pour en revenir à toute la gestion des données, les data centers, les réseaux, sans eux, on peut pas se divertir, s'instruire, travailler, nous informer, être en relation avec nos amis, quasiment aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des stratégies et des pratiques qu'ils développent aujourd'hui à leur niveau pour réduire les consommations d'énergie? Voilà, on entend parler de certains data centers, sans citer les noms, mais qui couvrent leur parc de panneaux solaires, etc. Est-ce que c'est juste un peu pour la com, ou est-ce que ça peut avoir un réel impact et ça peut faire venir des clients, entre guillemets? Alors à mon époque, on savait s'amuser avec un cerceau. C'est pas vrai. Non, mais évidemment, oui, les grands acteurs du numérique ont des stratégies pour réduire leur empreinte, parce qu'en fait, ils ont un très gros intérêt à ça, notamment un intérêt financier, puisque un data center plus efficace, c'est un data center qui consomme moins d'électricité et qui est plus simple à refroidir. Donc à la fin, c'est une facture qui est réduite. Et donc à la fin, on gagne financier, pour répondre à une certaine demande aussi, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont demandeurs quand même. Il y a aussi une question d'image, effectivement. Maintenant, le problème, c'est que on est face à un effet rebond aussi. Et que oui, ils arrivent, donc des Google, des Meta pour Facebook sont capables de faire des trucs beaucoup plus sobres et très efficaces, mais ils font ça en créant dans le même temps plus de services. Et en créant plus de services qui répondent pas forcément à une demande de la part des gens. Il y a beaucoup de besoins qui sont créés, et dans ces besoins créés, il y en a qui sont pertinents, et il y en a où on découvre après qui sont pas pertinents. Parce que donc là, est-ce qu'ils travaillent avec des gens comme vous, parce que sans rentrer dans la technicité, pour les auditeurs qui nous écoutent, mais justement quand on développe comme toi, Charles, des logiciels, est-ce qu'il existe aussi des solutions techniques sur le développement justement des logiciels qui vont permettre, si on les utilise, de réduire un petit peu les consommations qu'il peut y avoir derrière? Là, je vais encore répondre oui et non. Alors, oui, dans la mesure où les personnes qui travaillent donc, dans ces grandes entreprises et dans plein d'entreprises sont des personnes d'une compétence que je ne remettrai absolument pas en cause. Il y a des gens très très intelligents qui travaillent là-dedans et qui font un boulot formidable, et qui sont capables de faire des applications très efficaces. Maintenant, quand on parle toujours de Facebook, Google, Amazon, Microsoft, j'en oublie peut-être, mais bon, bref, les géants, les différents géants du numérique, il y a toute une partie de ces cerveaux efficaces qui sont mis au service de la collecte de données sur notre vie privée pour, à la fin, réussir à nous vendre plus de choses. Donc, oui et non. Oui, on est capable de faire des trucs très efficaces et il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Malheureusement, il y a une partie de cette puissance de cerveau qui est utilisée, je dirais pas à mauvais escient, mais en tout cas à quelque chose qui est pas compatible avec la transition écologique. D'accord. Alors comment malgré tout on peut promouvoir la durabilité, l'allongement de la vie utile des produits numériques, des systèmes de gestion et de transfert de données, si vraiment on souhaite s'impliquer là-dedans? On n'est pas quand même les pieds et mains liés avec les fournisseurs et les... mais on est tous acteurs de notre vie. C'est ça. On alors fait comment tous des on choix. peut influer, contribuer à changer on l'a dit, donc faire durer le matériel, et là on va se confronter à un problème, celui que j'ai évoqué tout à l'heure. J'ai pris l'exemple de l'iPhone, mais vous l'avez certainement aussi vécu si vous avez un ordinateur depuis plusieurs années, au passage de version majeure de votre système d'exploitation. En général, vous allez percevoir un bon ralentissement dès que vous passez d'une version à l'autre. Et là, on tombe sur le phénomène qu'on appelle obésiciel, des logiciels qui ont besoin de plus de ressources, je veux dire de ressources de votre ordinateur, de mémoire, plus de puissance pour pouvoir fonctionner. Juste pour pouvoir fonctionner, je veux dire, le traitement de texte, c'est un type d'application qui existe depuis 30 ans. On sait faire du traitement de texte depuis 30 ans. Les ordinateurs, il y a 30 ans, étaient mais largement moins puissants que ceux qu'on a maintenant. On fait au final les mêmes tâches que il y a 30 ans avec un traitement de texte, sauf que le traitement de texte d'il y a 30 ans, il pesait 30 mégas. C'est un peu comme les voitures, on a des chevaux sous le capot et la loi, de toute façon, ne nous autorise pas vraiment à les exploiter. Donc, c'est pas la loi, mais finalement, on achète trop pour un usage qui est pas justifié finalement.
Donc après, il y a des alternatives. Alors on passe toujours un petit peu pour des informaticiens geeks quand on évoque les logiciels libres, mais c'est un très bon moyen de recycler les ordinateurs et d'allonger leur durée de vie, puisqu'ils sont des systèmes qui en général, enfin pas en général, sont des systèmes qui consomment énormément moins, demandent beaucoup moins de puissance de calcul ou de mémoire aux ordinateurs pour fonctionner, et qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que votre système acheté votre ordinateur dans le commerce, on ne sait pas trop ce qui fait toute cette puissance de calcul qu'il consomme. Et d'ailleurs, on ne sait pas, mais sans doute qu'il y a une grosse forme de collecte de données et d'analyse derrière. Mais voilà, comme ce sont des logiciels fermés, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Et aujourd'hui, on parle beaucoup dans le milieu de l'écologie, de l'économie dite circulaire, celle qui consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production de déchets. Est-ce que c'est un modèle qui peut jouer un rôle justement dans le numérique pour réduire son impact environnemental? Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait, la réutilisation, le recyclage, ça fait partie de ce modèle. Justement, le recyclage, on le disait, il est pas très très possible. Par contre, il y a effectivement des vrais enjeux sur la réparabilité et le fait de faire durer au maximum du matériel. Maintenant, donc, tu demandais comment est-ce qu'on peut faire pour réduire à son échelle son empreinte. C'est comme pour pas mal d'autres sujets. Il y a à la fois au niveau personnel, au niveau individuel, on peut se former, apprendre à un peu mieux utiliser notre matériel. C'est un peu comme apprendre à cuisiner plutôt que d'acheter des plats industriels. C'est meilleur pour soi aussi. Parfois, c'est plus agréable d'avoir de l'informatique qui fonctionne bien plutôt que l'informatique qui fonctionne mal parce que mais après, il y a au niveau collectif, on peut s'impliquer dans des associations, que ce soit en donnant du temps ou en donnant de l'argent parfois, et puis voter aussi. Enfin, il y a toute une question d'organisation collective. Qui chapeaute tout ça. Voilà, c'est ça, pour avoir plus de normes, plus de facilité, à la fois. Ce qui s'est fait finalement dans plein d'autres domaines depuis quelques années. On voit sur l'électroménager, l'alimentaire, les voitures. Voilà, chacun peut dire qu'il a au moins le choix. Qui s'est fait de façon insuffisante. Insuffisamment. Globalement d'accélérer on peut l'entendre, bien sûr, mais en tout cas, on peut pas dire sur certains produits qu'on n'a pas le choix et l'étiquette en face, et puis après, chacun fait son choix, forcément. Typiquement, effectivement, les réfrigérateurs, ils sont 20 à 30 fois plus efficaces qu'il y a 50 ans. Voilà. C'est pas négligeable. C'est ça. Les ordinateurs, c'est un peu l'inverse. Donc, sur le réusage, quand même, il y a Emmaüs qui collecte des vieux ordinateurs, qui les remet à jour, qui les libèrent avec des systèmes d'exploitation libres. Ils ont créé d'ailleurs une propre version, une propre variation d'une distribution Linux spécifique pour Emmaüs. Et vous pouvez aller dans le réseau Emmaüs pour trouver un ordinateur à 50 ou 100 euros, quoi. On parle qui fonctionne. Et sur lequel vous n'aurez pas de frustration à l'usage au quotidien, sauf si vous voulez jouer aux derniers jeux vidéo. Mais c'est un secteur qui n'est pas réputé pour sa sobriété. Et une question d'ordre un peu sociétal et assez récente. Jean-Loup, Charles, vous travaillez pour des organismes et comme tout le monde, vous avez traversé récemment l'épisode Covid, qui, malgré tout, a quand même développé une nouvelle façon de travailler, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le fameux télétravail. Est-ce que, donc qui dit télétravail dit travail connecté souvent, est-ce que ces pratiques de travail à distance, la virtualisation des processus, peuvent contribuer à réduire l'empreinte carbone du secteur du numérique, selon vous? Ou à l'inverse Alors, je pense qu'il ne faut pas raisonner à l'échelle du numérique, mais plutôt à l'échelle de la société. Donc effectivement, avec le télétravail, on va réduire les transports, on va réduire les embouteillages. Oui. Mais d'un autre côté, on va augmenter le trafic vers les data centers. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, mais faut voir de quel côté bascule la balance. Ça, c'est quelque chose est sûr. Par contre, c'est que vous aurez beaucoup moins d'impact sur la planète à être en télétravail, en visio toute la journée, que être coincé une heure. Oui, c'est plutôt positif quand on regarde au niveau global. Tout ce qu'il y a à côté, le fait d'aller travailler dans un lieu physique, de se déplacer, etc. En fait, ça dépend pas mal des cas, mais là-dessus, l'ADEME a fait des simulations de différentes situations avec un boulot assez intéressant, donc sur l'impact du télétravail. Et comme disait Jean-Loup, il faut pas raisonner sur c'est quoi l'impact sur l'empreinte du numérique, mais en global.
Et donc effectivement, si on fait du télétravail chez soi, mais que pendant ce temps, l'entreprise continue à avoir des locaux de la même taille qui sont chauffés et climatisés toute la journée, bon, le bilan n'est pas forcément dingue. C'est vrai. Oui, donc ça aussi... c'est une réflexion globale à avoir. Globale des deux côtés, voilà. Pas uniquement au niveau du salarié chez lui, bien sûr, mais de l'entreprise qui libère de l'espace. Ouais. Et c'est fait... du coup, ça lance la réflexion sur beaucoup d'autres sujets, parce que le numérique, maintenant, est vraiment dans tous les aspects de notre vie, hein, que ce soit au travail ou dans vos divertissements, comme tu disais. On trouve vraiment du numérique partout. Même le plus petit artisan fait sa compta sur un ordinateur maintenant, donc c'est vraiment partout. Et il faut prendre en compte, alors ce qui n'est pas pris en compte dans ces études de sobriété numérique où on mesure vraiment l'impact du numérique des terminaux de l'infrastructure, mais il y a des effets de bord aux usages du numérique. Donc, je pense par exemple au commerce en ligne. Donc, il y a de plus en plus de gens, il y a beaucoup plus d'achats qui se font maintenant sur des boutiques en ligne. Puisqu'il y a le côté facilité, rapidité. C'est facile, vous pouvez acheter quelque chose en 2 clics sur votre téléphone portable en rentrant du boulot dans le bus. Oui, donc si on a fait toute la procédure pour diminuer son impact numérique, mais qu'on passe sa journée à acheter à l'autre bout du monde grâce au numérique, donc ça rejoint cette réflexion globale finalement qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment des changements profonds qui sont dus au numérique de société, et là on ne sait pas faire des évaluations tellement les intrications sont complexes entre tout, entre ce qui évolue, les pratiques qui évoluent très vite dans le numérique. Et puis les vrais impacts sur notre société, sur les comportements. Oui, c'est ça, c'est les comportements qui changent. Mais effectivement, de façon qualitative, on peut imaginer que le numérique, quand il s'agit de multiplier la production textile et donc les impacts sociaux et environnementaux, c'est pas dingue. Le numérique, quand il s'agit de remplacer une conférence avec 300 personnes qui doivent tous se rendre sur place en avion par un truc numérique, peut-être qu'on y gagne un petit peu. C'est vrai que c'est un sujet en tout cas qui est pas fini de faire parler et qui est plutôt passionnant. Mais donc c'est toujours une question d'usage et de vision générale. C'est ça. Et vous, Jean-Loup, Charles, à titre perso, parce que une fois la journée boulot passée sur les écrans, on a bien compris, est-ce qu'à titre personnel, dans votre quotidien, vous êtes sobre numériquement? C'est pas une question piège. On s'efforce. Enfin, moi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'utilise du matériel reconditionné chez moi. J'ai interdit un petit peu aussi à mes enfants d'abuser de la console, mais c'est pas facile. Je comprends. Donc on s'efforce d'être sobre. Moi, je suis pas présent sur les réseaux sociaux, par exemple, aussi, parce qu'il est question de pas uniquement de sobriété, mais aussi de respect de ma vie privée. Ce sont des choix personnels. Enfin, bon, j'estime avoir un mode de vie à peu près sobre, en tout cas de mon point de vue. Mais après, chacun placera bien le curseur de la sobriété à son niveau de tolérance. Et toi, Charles? C'est quelque chose de très personnel. Oui, moi aussi, je suis très sobre, même si, contrairement à Jean-Loup, je suis un peu présent sur les réseaux sociaux, mais pour essayer de contribuer à faire baisser l'impact d'autres gens. Donc finalement, est-ce qu'on n'y gagne pas? C'est vrai. Mais vraiment, on est dans une démarche collective, en fait. On est tous dans le même bateau. Il n'y a pas de question de qui est le plus sobre, qui est irréprochable, qui a déjà aujourd'hui une empreinte de 2,3 tonnes d'émissions CO2 par an. C'est pas du tout ça la question, parce que moi, si je suis sobre tout seul, en fait, à la fin, je vais avoir une planète ratée comme tout le monde. Donc l'enjeu, c'est vraiment qu'on réussisse tous ensemble, toute la société, toutes les sociétés. Tu es présent sur les réseaux, mais une certaine mission, voilà, quelque part, certains types de messages, parce que tout est varié sur les réseaux sociaux, il y a du bon, du moins bon. C'est comme à l'ALEC, nous on fait des podcasts. Alors justement, un podcast, ça consomme plus d'énergie qu'une vidéo ou... Ah non, moins, c'est du son. C'est très bien, on sait très bien compresser le son. Alors on va continuer les podcasts. Le podcast, c'est vraiment un très bon format. Ouais. Même si le texte est pas mal aussi. Alors c'est vrai qu'on fait aussi de la vidéo, mais voilà, l'objectif c'est de faire des vidéos aussi pédagogiques sur ces thématiques, hein, parce que forcément on est obligé d'utiliser le mieux possible les supports et les techniques dont on peut parler sous couvert du changement climatique, hein, certes, mais si on fait rien en même temps, on n'avance pas. En tout cas, grand merci Jean-Loup, Charles, pour cet instant climat passé ensemble. C'était captivant d'échanger avec vous et de partager votre expérience et votre point de vue sur les enjeux du numérique face au changement climatique. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Bah oui. Oui. Merci à nouveau d'avoir partagé cet instant climat. Est-ce que vous auriez pour les auditeurs peut-être quelques sites web, quelques bouquins
intéressant sur ces sujets qui pourraient être creusés? Alors, ça a été cité, mais il y a effectivement le Green IT, qui est une association française qui travaille depuis une vingtaine d'années sur le sujet, donc qui travaille avec l'État. On a l'ADEME, l'ARCEP aussi qu'on a cité déjà, sur l'économie circulaire. Donc j'ai cité Emmaüs, mais en fonction, à peu près dans toutes les grandes villes, il y a des réseaux d'utilisateurs qui récupèrent les ordinateurs, qui les remettent, qui les retapent et qui les remettent sur le marché, qui les réparent et qui les redistribuent. Faut aller se renseigner. À Lyon, il s'appelle Essenia, le réseau qui fait ça. Ils sont très sympas et ils sont assez copains avec comment ils s'appellent, les ateliers soudés aussi, qui réparent l'électroménager et les appareils en tout genre. C'est un petit peu des microcosmes, des univers qui sont assez liés les uns les autres, mais c'est vrai qu'ils ont assez peu de visibilité sur ça. Voilà, ils existent, mais donc il faut aller chercher avec ces mots-clés: réusage, réutilisation. Souvent des associations avec des gens très sympas qui tiennent des permanences. D'accord. Donc on vous mettra tout ça dans les commentaires. Ça, comptez sur nous. Il y aura de quoi aller plus loin pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Charles? Moi, en numérique pur, je dirais qu'il faut regarder du côté de Framasoft pour les services alternatifs et l'information, l'éducation en numérique. Et pour réinsister sur l'aspect global, c'est très intéressant d'aller regarder sur le simulateur de l'ADEME qui s'appelle Nos Gestes Climat, donc sur nosgestesclimat.fr, pour faire son propre bilan carbone, seul ou à plusieurs d'ailleurs, et relativiser un petit peu, voir sur quel secteur c'est important de voir quels efforts on peut agir, ont le plus d'impact. Quel levier on a de manière assez rapide et efficace. Voilà. Très bien, merci encore à nouveau tous les deux d'avoir partagé cet Instant Climat. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast, la FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lyon.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. À bientôt!